OK, Patrick, ça va bien? Super bien. Merci de l'invitation. Hein. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Yes, ben merci à toi d'être venu. Regarde, vraiment, là, j'ai entendu parler de toi au travers de mon cousin avec qui tu travailles. Et puis, il m'a dit que des bons commentaires, en fait, de toi. Tu es quelqu'un de très sharp. Et donc, je suis content de te recevoir là sur la plateforme. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, etc. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Écoute, je m'appelle Patrick Filiatro, 50 ans cette année. Ça fait 25 ans que j'évolue dans le domaine immobilier. Mais avant ça, je viens d'une famille d'agriculteurs. Fait que j'ai beaucoup appris sur les terres. Très jeune, j'ai parti d'une compagnie, j'avais 17 ans. Fait que la dernière fois que j'étais salarié, c'était à 16 ans. Mais j'étais un mauvais salarié, fait qu'on m'a mis dehors. C'est sûr que j'étais jeune à ce moment-là, plus de niaiserie, plus de folie. Fait que, mais j'avais pas le mindset non plus pour être un salarié, pour me dire à quelle heure je rentre, à quelle heure je finis, à quelle heure que je mange. Je savais déjà, je peux me considérer comme un mouton noir. Fait que les règles s'appliquaient pas. Mais en tant qu'entrepreneur, je suis capable de bien être structuré puis d'évoluer là-dedans. Fait que en venant d'une famille d'agriculteurs, c'est ça que j'ai voulu faire parce que je travaillais avec mon grand-père. J'avais 12 ans. De 12 à 16 ans, j'ai travaillé avec lui. Puis, je présume que j'étais un excellent travailleur comparativement aux autres. Fait que 17 ans, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser ses terres. Puis, il a accepté. À 17 ans, j'ai lâché secondaire 4. J'avais terminé secondaire 4, fait que j'ai pas fait secondaire 5. Je me suis lancé dans un DEP en agriculture maraîcher écologique. Ça veut dire que de l'agriculture à grande échelle, mais sans les produits chimiques que mon grand-père utilisait à l'époque. Fait que pendant un an, j'ai exploité la terre. J'avais 2 associés. Puis ça a pas mal fini, mais les associés étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils avaient 35 ans environ. Moi, j'en avais 17. Mais sauf que j'avais aussi, comment je pourrais dire ça, j'avais la force du travail. Je savais que c'était quoi parce que j'avais travaillé de 12 à 17 ans là-dedans, toutes les fins de semaine, tous les étés quand que mes amis, eux autres, chillaient. Puis ben moi, j'avais un objectif de m'acheter des choses avec ma propre argent. 17 ans, je lance la compagnie. On produit des légumes. À ce moment-là, c'est des produits, des légumes chinois qu'on produisait parce qu'au marché Jean Talon, il n'y avait pas beaucoup cette gamme-là. Fait qu'on voulait se développer, se démarquer. Fait que j'ai fait ça pendant un an. Puis après un an, je me suis dit, c'est trop difficile. La terre, 7 jours sur 7. On avait connu une période de sécheresse à ce moment-là. On n'avait pas l'équipement pour pallier. Fait qu'on arrosait les champs à chaudière. Imagine, là, des arpents, puis des arpents, puis des arpents à pu finir. Là. Fait que je me souviens des soirs, on finissait à 2 heures du matin là, pour pas perdre la plantation. Après ça, récolter, vendre au marché Jean Talon. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma vie d'entrepreneur. Après ça, j'avais un ami qui avait une route à la Gazette, travaillait seulement 3 heures par nuit, était travailleur autonome, puis il avait un bon salaire. Fait que moi, j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, ben, écoute, je suis capable de travailler intelligemment de ma tête, gagner un bon salaire, mais pas travailler aussi fort que dans l'agriculture. Puis, j'ai eu finalement une route au Journal Montréal que j'ai exploitée pendant des années, quasiment 20 ans, commercial. Puis, au fil des années, mais j'ai pris possession d'un triplex sans connaissance. Puis ça, quand j'ai pris possession du triplex, je recule un petit peu. Ma conjointe, à l'époque, voulait des enfants. Puis le deal, c'était qu'elle arrêtait les 5 premières années pour élever les enfants. Fait qu'il y avait juste mon support monétaire pour pallier à toutes les dépenses de la maison. Fait que quand que j'ai décidé d'acheter une maison, ben les ratios fonctionnaient pas. Fait que il fonctionnait, mais on a été obligé de couper des activités avec les enfants. C'est les sorties, glissade d'eau, camping, toutes ces choses-là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que faut que je fasse pour accéder à une propriété sans être locataire? C'est là que j'ai commencé à regarder pour un triplex.
Parce que je me disais, un duplex, il y a un locataire qui va m'aider, mais sauf que c'était pas assez payant. Fait qu'un triplex, il y aurait 2 locataires qui m'aideraient. Puis le but, c'était d'avoir la cour en arrière aussi, avec une piscine, comme une maison. Puis je me disais, si on arrête à triplex, je pouvais avoir cette opportunité-là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. Fait que j'ai pas de parents qui m'ont aidé. J'ai personne dans ma famille qui fait de l'immobilier. C'est venu par hasard parce que j'étais pas assez riche pour m'acheter une maison, mais assez riche pour m'acheter un triplex. Fait que là, le triplex a fait en sorte que, au bout de quelques mois, je me suis aperçu que les locataires, qu'est-ce qu'ils payaient comme revenu? Payaient 100% de toutes les dépenses. Puis moi, je prenais un appartement, puis ça me coûtait 0 comparativement à la maison que je louais. Fait que j'ai dit, si c'est ça l'immobilier, on va juste continuer. Fait que je me suis mis à la recherche de d'autres immeubles. Ça n'a pas fonctionné. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un 4 logements à Sorel, puis là, je me suis lancé. J'ai acheté en rafale, j'ai acheté un presse-café. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je vais acheter Sorel au complet. Wow. Jusqu'au temps que la banque, c'était Desjardins à ce moment-là, m'a dit, puis j'avais une promesse d'achat sur un autre immeuble, puis ils m'ont dit, Patrick, on ne dit pas oui, mais on ne dit pas non. Mais on aimerait que tu stabilises avant qu'est-ce que tu viens d'acheter, puis après ça, on verra. Mais tu sais, quand tu es en promesse d'achat avec un propriétaire, tu peux pas lui l'appeler et dire, écoute, Desjardins me dit, il faut que je mette un stop, régler mes affaires avant, puis je vais revenir dans 7-8 mois. La promesse d'achat est tombée. Fait qu'à ce moment-là, j'ai parti avec un partenaire. Wow. Ouais. Plusieurs choses vraiment qui se sont passées. Là, au moment où tu te lances, tu as le Presse-Café, tu avais quel âge exactement? Presse-Café, ça, c'est 2013-2014. J'ai peut-être environ 35 ans. OK. Fait que dans le fond, tu as commencé dans l'agriculture. Est-ce que tu dirais que l'agriculture a joué un grand rôle dans ton succès aujourd'hui en tant qu'investisseur? Oui, parce que ça m'a permis, à la base, mes parents n'avaient pas d'argent. C'est une famille de classe moyenne. Fait que j'ai appris à l'âge de 12 ans, si je voulais gagner $1, mais je pouvais pas l'emprunter à mes parents. Fait là, je le gagne vraiment. C'est pour ça que j'ai travaillé pour mon grand-père. Puis au fil du temps, mais j'ai négocié mon salaire, puis j'ai obtenu plus. Puis, mais c'est ça a été une grosse étape, une grosse apprentissage de travailler avec mon grand-père, à savoir c'est quoi l'agriculture. Puis travailler fort aussi pour son argent. C'était pas de l'argent facile. Je sais que on se remet en 2023-2024. Les enfants sont beaucoup plus protégés. Ils vivent dans des belles maisons. Souvent, les études vont être payées, la voiture va être payée. Mais moi, je trouve pas que c'est une bonne forme d'éducation financière pour ces enfants-là, parce que la journée qu'ils vont vouloir se débrouiller, ben ils ne sauront pas comment faire de l'argent. Moi, je l'ai appris très jeune, puis ça m'a toujours apporté jusqu'ici. Fait que c'est pas en fait de leur donner le résultat qui est l'argent et tout, mais c'est de leur donner le processus qui t'emmène au résultat, dans le fond, l'apprentissage, la connaissance. Exactement. La connaissance, leur donner les moyens, des objectifs, leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, parce que chaque parent a une intelligence financière. C'est ça. Mais quand ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est plus facile pour eux autres de les aider monétairement. Mais moi, je pense qu'il faut faire le contraire. Puis moi-même, je fais le contraire avec mes enfants. Un peu comme le livre Père riche, Père pauvre. Fait que mes 2 enfants, mes 2 filles, gèrent chacune une compagnie pour ma gestion immobilière, mais ne sont pas payés à la juste valeur de qu'est-ce que ça vaut. Pourquoi je le fais? Parce que si je leur donne un vrai salaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester assis là-dessus, puis ils vont pas upgrader. Fait que dans le fond, c'est comme un peu le principe de les mettre dans le confort total pour pas qu'ils restent là, mais de les mettre dans une situation où ils peuvent toujours grandir, dans le fond. Exactement. Tu sais, dans une situation d'un peu de stress, moi, j'appelle ça avoir faim. Fait que quand tu as faim, tu vas toujours chercher. Tu vas toujours chercher des moyens pour arriver à l'autre objectif. Quand tu es rassasié, ben, tu es rassasié. Tu es rassasié, tu sais. Exactement. Ouais. Puis c'est une belle manière, là, vraiment, d'élever ses enfants. C'est beau de voir que tes enfants sont vraiment dans ta business. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs investisseurs, ils n'ont pas cette chance-là. Leurs enfants ne sont peut-être pas intéressés, etc. C'était quoi l'importance pour toi d'avoir tes enfants inclus dans ton entreprise, dans l'immobilier, etc.? Ben, c'était pour leur donner l'apprentissage, pour qu'ils apprennent. Ils ont appris à vitesse rapide. Là. Moi, j'ai un parc immobilier de 200 logements. Fait que quand ils ont commencé, ils ont chacun eu leur secteur. Fait qu'ils ont commencé avec beaucoup d'immeubles en même temps. Ils ont commencé dans les reconstructions, qui est
une facette qui n'est pas très facile, d'aller négocier avec chaque locataire, de se faire virer de bord, d'aller à la régie du logement. Fait que ça, c'était un bel apprentissage. Puis, tu sais, l'apprentissage a été bien avant ça. Quand j'ai eu mon Presse-Café à Sorel, il était très jeune, mais il gérait déjà des employés. Il faisait déjà le service à clientèle. Fait qu'ils ont appris à se débrouiller à travers la clientèle. Ils ont appris des trucs. Fait que quand l'immobilier est arrivé, c'était juste un passage obligé, mais c'est pas moi qui les a obligés à être là. C'est eux autres, à force de venir dans mon bureau, de lire des livres, ils se sont dit « Hey, père, nous autres, ça nous intéresserait de faire de l'immobilier. » Parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer dans l'immobilier? Moi, j'aimerais ça que tu commences à la case A. À la case A, ça veut dire que je te donne pas un immeuble, je vais pas te financer pour t'acheter un immeuble, ça veut dire que tu commences avec la gestion des locataires de chacun de tes immeubles, puis même pour le nettoyage des portiques. Je voulais vraiment qu'ils apprennent les aspects un par un de qu'est-ce que c'est un immeuble à revenu. Ils nettoyaient les passages au début. Fait que dans le fond, tu m'as dit qu'avant l'immobilier, tu étais dans la restauration. J'avais déjà des immeubles à ce moment-là, sans connaissance. J'avais pas suivi de formation. Moi, j'ai suivi les formations au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Okay. Mais dans ces années-là, quand j'ai commencé, c'était pas parti encore. Puis, on se rappelle, tu sais, les années 2000, 90. Moi, j'ai commencé en 99. Fait que l'Internet commençait à arriver sur le marché, mais c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, le jeune qui veut commencer l'immobilier aujourd'hui, il y a tous les outils nécessaires pour commencer, mais il commence pas. Tandis que dans ma génération, on avait faim. On voulait apprendre rapidement. Fait que apprendre rapidement, c'est sur le terrain. Parce que, tu sais, ils ont accès à des podcasts, des YouTube, ils ont accès à des livres immobiliers, ils ont accès à des formations immobilières, mais il y a toujours quelque chose qui accroche. On dirait que c'est trop facile pour eux autres, puis qu'ils ne se lancent pas. Cet aspect-là, je ne l'ai jamais compris. Mais tu sais, ils ont beaucoup plus d'outils que moi, que je l'avais dans le temps. Mais par contre, ils peuvent aller plus loin, là. Oui, je pense que ça revient justement au concept du confort. C'est quand tu es confortable, tu peux avoir toute la connaissance à ta disposition, tu ne vas jamais prendre action parce que tu es déjà rassasié dans le fond. T'sais. Ça m'emmène aussi à une autre question que je voulais te poser. C'est quoi les grandes différences que tu vois entre la génération d'investisseurs aujourd'hui et celle d'avant? On sait que oui, il y a des gens aussi qui ont du succès là, aujourd'hui. C'est quoi les grandes différences que tu vois là, dans l'immobilier spécifiquement? Bien, je te dirais la grosse différence, c'est que ça vient du mindset. Peu importe qu'on est en 2024 ou qu'on se rapporte en 99 quand j'ai commencé, c'est vraiment le mindset. Si tu n'as pas le mindset de réussir, peu importe la formation que tu vas suivre, ben paye pas pour ça. Prépare ton mindset avant. Règle, mettons, je te dirais, moi j'appelle ça des blessures d'enfance. Blessures d'enfance, c'est quand tes parents ils t'ont dit « Non, c'est impossible que tu fasses ça. Non, c'est impossible que tu deviennes millionnaire. On est né pour un petit pain ici au Québec. » Toutes ces croyances-là, il faut les enlever à la base. Du moment que ça s'est enlevé, là, puis tu grimpes ton mindset, là, puis tu arrêtes d'écouter les autres, là, tu peux réussir l'impossible. Parce que l'être humain, là, le cerveau, là, il est comme une voiture de luxe. Une voiture de luxe, là, si, mettons, tu as une Ferrari, là, mais tu roules 100 km/h sur l'autoroute, ben, tu sais très bien qu'elle peut rouler 300. Le cerveau, il est programmé pour rouler aussi à 100 km/h, mais pousse-les. Pousse-les plus, puis tes objectifs vont arriver. Ça prend quoi? Ça prend des tableaux de rêve, ça prend des objectifs au quotidien, ça prend le 1%. C'est quoi la chose que tu vas faire tous les jours pour arriver à ton objectif? Si ton objectif, c'est d'être millionnaire ou t'acheter telle voiture, ça prend des dates fixes dans le temps pour que tu y arrives. Puis 2, tu fasses l'objectif, le 1% tous les jours pour réussir puis te rendre à cette étape-là. Les to-do list, là, ça fonctionne pas. Tu sais, souvent, le monde, ils vont se mettre des to-do list là, de 20 choses à faire par jour, là, mais ils n'iront pas régler le 1% pour avancer. Le monde, ils vont planifier des vacances des mois d'avance, mais ils vont pas planifier avec leur planificateur financier ou dans l'immobilier ou peu importe, sécuriser leur argent pour l'avenir. Je trouve ça complètement stupide que tu prennes autant de temps pour des vacances, pour les planifier, puis c'est bien correct. Mais tu planifies pas ta vie qui s'en vient. Tu planifies pas ta retraite. Tu sécurises pas ton argent. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est que toute ta vie, tu vas travailler. Puis si tu as une vie, parce que moi, je pense que j'en ai une vie, puis toi aussi, tu as juste une vie. On n'a pas 3 vies pour recommencer. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Mais
il faut que ça soit des objectifs grandioses, quand même réalisables, avec des points à faire tous les jours pour te rendre à cette étape-là. Parce que t'as pas la chance de recommencer. Ah oui. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont se réveiller à 60-70, puis ils vont faire « Ah, j'aurais donc dû. Mais j'aurais donc dû, c'est... T'aurais dû pas écouter l'autre. T'aurais dû pas écouter monsieur qui avait un duplex, puis ses locataires l'appelaient non-stop. Moi, j'ai 200 appartements, puis j'ai pas un locataire qui m'appelle non-stop. J'ai même pas un appel de locataire par jour. Parce que notre structure est faite en sorte que le locataire sait très bien à quelle heure nous rejoindre. Puis la fin de semaine, quand on fait, moi j'appelle ça de l'éducation auprès des locataires, parce que on fait pas de signature électronique, puis on laisse les clés sur le comptoir, puis le locataire va aller chercher ses clés après là. Moi, c'est important de rencontrer la personne, de créer un lien de confiance, puis quand on fait la livraison des logements, bien, mes filles ils ont un plan de match, ils ont une liste adressée, puis ils vont faire le tour du logement, puis ils vont leur expliquer c'est quoi une problématique, où sont les valves de fermeture, puis si ça coule une robinetterie en dessous de l'armoire, mais si tu peux mettre un plat de margarine un samedi matin parce que ça dégoûte, ben, tu nous appelles juste le lundi. Ça, c'est pas une urgence. Fait que du moment que le locataire, il est instruit, il est éduqué, puis il sait, puis comment est-ce qu'on fonctionne, puis qu'on répond pas de telle heure, puis que les fins de semaine, mais comme eux autres, ils ont une famille, nous autres aussi, on a une famille, puis on aime ça avoir le temps libre, ça se passe super bien. C'est quand tu laisses à n'importe quel moment ton locataire t'appeler, te texter dans la nuit, puis tu réponds, puis qu'est-ce qu'il pense que le locataire va faire? Il pense que tu as un service 24 heures sur 24. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est de mettre des structures, des systèmes en place pour que dès le début, les choses puissent bien se faire, pour pas que tu aies stressé. Exactement. Parce que là, l'immobilier, c'est facile. Yeah. Si tu es bien structuré. Sinon, ça devient compliqué, difficile, puis il y a beaucoup de propriétaires. Moi, j'appelle les propriétaires de blocs. Ça, c'est ceux qui font leur réparation, qui font leur gestion eux autres mains. Tu crées plein de problèmes quand tu fais ça parce que souvent, le propriétaire de bloc, il n'a pas le mindset d'un PDG d'entreprise. Un PDG d'entreprise va monter un parc immobilier. Puis c'est ça que tu devrais faire à la base parce que il y a des immeubles avec des revenus, des dépenses, puis tu es supposé être en cash flow positif sur plusieurs immeubles, puis tu es capable de te payer un homme de fer qui va aller régler toute la problématique. Parce que sinon, si tu es un propriétaire de bloc, tu vas travailler du lundi au vendredi, puis les soirs, week-ends, tu vas aller faire des réparations dans ton logement. Tu vas te brûler. Wow. Tu vas te brûler. Fait qu'entre deux propriétaires, un qui l'a plus facile que l'autre, la différence souvent, ça va être les systèmes qui sont mis en place, l'organisation, dans le fond. Exactement. Vraiment intéressant. Tu sais, je voulais rapidement revenir, dans le fond, à la restauration. Je sais que tu as passé du temps là, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat genre en 2024? Zéro open bar. Zéro, OK. Zéro open bar. Moi, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Les marges de profit sont trop minces. Un franchisé, il y a un pourcentage qui va être parti au franchiseur. Après ça, il va être tous les coûts connexes au local, l'hydro, toute ta main-d'œuvre, ton food cost. C'est pas quelque chose de super payant. Moi, je te dirais que c'est bon si tu as une passion de faire la restauration, mais si tu penses être millionnaire en restauration, non. Moi, aujourd'hui, on me donnerait un restaurant, puis je ferais... C'est non. Comment tu me le donnerais? C'est non. Yeah. Fait que dans le fond, entre la restauration puis l'immobilier, c'est l'immobilier à 100 000 là, 100 000 l'immobilier, c'est beaucoup plus passif. Yeah. Il y a une structure qu'on peut mettre en place puis pour se dégager beaucoup de temps. Système informatique, moi, j'utilise OPEM, j'utilise Autonome Solutions. Tous mes encaissements, ça prend 1 heure à tous les premiers du mois. Ça se fait automatique. Je prends pas de chèque, je prends pas de virement Interac. Fait que du moment que le système est automatisé, puis ça, c'est très important de le faire au début, là. Peu importe le nombre de portes que tu vas acheter, il faut t'automatiser au début. Excuse-moi. Parce que sinon, tu vas monter en nombre de portes puis tu vas finir par te perdre. 100%. Puis, dans le fond, toi, tu es vraiment dans les immeubles usagers, comme on dit là, versus, tu sais, il y en a qui sont plus dans le neuf.
Est-ce que j'imagine que tu as déjà fait du neuf développement de terrain? J'ai jamais fait de neuf. J'ai fait un peu de développement de terrain. Je détiens 380 000 pieds carrés de terrain qu'on tenterait de vendre à quelqu'un d'autre, que lui va lever le projet. Moi, je suis pas un développeur à la base, mais je suis capable de trouver des opportunités. Fait que si j'ai un terrain, j'ai une opportunité, oui, je vais l'acheter, je vais le développer un peu, puis je vais faire monter la valeur, puis après ça, je vais le flipper à quelqu'un d'autre. Dans le multilogement, j'achète juste du 5 logements et plus, parce que je trouve que c'est plus facile. Du 2, 3, 4, pour moi, ça n'a pas de valeur, à part pour un propriétaire occupant. À moins de trouver un deal que tu veux flipper dans le temps, ça peut être intéressant. Mais du 5 logements et plus, pour moi, c'est ça que la game, c'est là que ça se passe. Puis plus tu montes en nombre de portes, puis plus c'est intéressant, puis plus que tu envoies tes reconductions, c'est super intéressant. Tu sais, maintenant, j'envoie mes reconductions. Mon parc immobilier prend 1 million de valeur à chaque année. Wow. Ouais, fait que ça va très vite, là. Oui, mais oui. Fait que t'as pas besoin d'avoir 1000 portes, mais ça crée une structure qui fait en sorte que depuis que j'ai 40 ans, ben moi, ma vie est setupée jusqu'à ma mort, là. Jamais je vais manquer d'argent, là. Tant que les immeubles sont là. 100%. Tu sais, il y en a qui préfèrent attaquer vraiment la construction neuve, acheter des terrains, construire là, des nouveaux plex. Pourquoi c'est quelque chose que toi, Est-ce que tu as déjà considéré aller là-dedans ou tu préfères vraiment acheter des blocs, etc.? Je te dirais qu'il y a un vent de changement qui s'en vient parce que l'immigration rentre à pelleter. Il n'y a pas de logement. On est en saturation de logement. Fait que c'est sûr que tous les plex que j'ai usagés prennent de la valeur. Mes logements se louent plus cher. Mais le gouvernement, ils vont mettre en place, c'est sûr, des nouvelles mesures pour aider les constructeurs à développer leur terrain parce qu'il y a beaucoup qui ont acheté de terrain prêt privé, puis ça, il faut faire super attention. En pensant développer, en pensant d'arriver à leur échéance, puis là, les villes sont bloquées sur certains projets. Fait que le prêteur privé, lui, il va commencer à tirer la couverte, puis dire, écoute, moi, j'ai besoin de mon remboursement, puis d'après moi, on va voir du terrain se liquider pas cher dans pas long. Ouais. Intéressant. Fait que ça va être le temps vraiment de... Mais je te dis pas que la construction neuve est pas bonne. Je te dis juste que c'est une vision sur les 50 prochaines années. Puis, tu sais, on prend des programmes à PHLEC, mettons, à 95% de financement, mais, tu sais, la capitalisation de l'immeuble vient d'être affectée aussi. Là. 100%. Dans le fond, tu as commencé, si on retourne là, à ton processus, là, ton cheminement, tu as commencé jeune. En 99. Tu avais des enfants, si je ne me trompe pas. J'avais 2 enfants. 2 jeunes enfants, c'est ça. Pour les parents qui nous écoutent, c'est quoi les trucs et astuces? Là? Comment est-ce que tu as été capable de gérer tout ça? Si je ne me trompe pas, tu avais aussi un emploi. Fait que comment est-ce que tu as été capable de gérer tout ça pour en arriver là où tu es aujourd'hui? C'est toute une question de mindset encore de vouloir réussir. Puis quand tes parents, tu as des enfants, tu veux venir sécuriser aussi le budget familial. Tu sais, tu veux pas que ça s'écroule. Fait que oui, je me suis lancé dans plein de choses. Fait que j'ai acheté en 99 un premier triplex à ce moment-là parce que c'était ça que je pouvais me payer. J'ai acheté avec 6 000 puis j'ai emprunté 6 000 à mes parents. Fait que ça prenait 12 000. Fait que, imagine, je sais pas si on pourrait recommencer avec moins d'argent aujourd'hui. Mais tu sais, oui, on peut recommencer parce que l'argent n'est pas super important dans l'achat d'immeubles. Je te dirais, c'est le deal. Fait que le deal, quand vous avez un deal, un bon deal, il y a des investisseurs à côté de vous autres qui ne trouvent pas de deal, mais qui vont mettre l'argent. Fait que c'est pas la priorité d'avoir de l'argent, mais c'est la priorité d'avoir un bon deal par rapport au marché. Pour le triplex, c'est comme ça que je l'ai acquis. Il a pris beaucoup de valeur au fil du temps. C'est des cycles immobiliers. Je savais pas à ce moment-là qu'on était dans un super bon cycle puis ça prenait de la valeur parce que ça a été ma vache à lait pendant plusieurs années. Ça m'a permis d'acquérir des immeubles à même les fonds du triplex qui prenaient de la valeur. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est le mindset puis avoir faim. Moi, j'avais 2 enfants. Je faisais le Journal de Montréal la nuit. Je faisais de l'immobilier. Puis après ça, j'ai acheté un presse-café. Fait que je faisais tout ça. Je dormais pas, là. Je dormais pas. Mais j'avais une soif de vivre, de protéger ma famille. Parce qu'à ce moment-là, ma conjointe gagnait 30 000 par année. Puis je savais très bien que s'il y a quelque chose qui s'effondrait, ben c'est pas elle qui aurait payé pour subvenir aux besoins de la famille. On comptait vraiment sur mon salaire, les immeubles et Journal de Montréal. Presse-café était déficitaire, là. Mais c'était une belle aventure, là.
Wow. Fait que vraiment, on voit que la pression, dans le fond, de la vie t'a avantagé, là, dans le fond. Tu sais, d'avoir certaines charges sur tes épaules, d'avoir la responsabilité de ta famille et tout. Je pense que ça a été une clé majeure là, pour ton succès. Ça a été une clé majeure pour mon succès, mais il faut comprendre que mon cerveau fonctionne comme un enfant. Tu sais, un enfant qui veut quelque chose, là, il va faire les crises, les pires crises au monde pour avoir telle affaire. Yeah. Quand on devient à l'âge adulte, l'enfant, on appelle ça, il demande, jusqu'à temps qu'il l'obtienne. À l'âge adulte, on a une peur qui s'installe dans notre cerveau, puis là, on n'ose plus demander. Mais moi, cette peur-là, je ne l'ai pas. Fait que chaque fois que j'allais négocier des propriétaires, je demandais plein de stratégies financières jusqu'à temps que je les obtienne. Wow. Il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui se demandent, comme je comprends pas, Patrick, j'ai suivi plus de formations que toi, j'ai des meilleurs partenaires, mais on n'arrive pas au même niveau que toi. Il fait juste demander au propriétaire. Le propriétaire, c'est quoi ses objectifs? T'as-tu créé un lien de confiance? T'as-tu vérifié ses objectifs? Sais-tu c'est quoi son prochain projet avec sa femme? C'est-tu s'acheter un Winnebago? Il veut se débarrasser de ça, il y a de la misère avec ses locataires. Il faut que tu poses beaucoup de questions pour savoir c'est quoi, comment on va faire le deal ensemble, puis comment on va trouver des stratégies. Moi, je trouve toujours des immeubles hors marché. Tout ce qui est à vendre sur Centris, je ne regarde jamais. Pourquoi? Parce que c'est 35 des ventes sur Centris, puis 65 des ventes se font en dehors de Centris. Fait que de propriétaire à propriétaire. Puis quand tu viens négocier avec un propriétaire hors marché, il n'y a pas personne d'autre qui le sait qui veut vendre. Tu es le seul. Fait que tu es bien mieux. Tu peux mettre toutes les cartes à la table. Plus de contrôle, plus de stratégie. Puis quand le lien de confiance est établi, c'est super facile après. Là. Je te dis pas que ça marche à tout coup. Mais après ça, il y a des suivis à faire. Disons, on a acheté des immeubles 2 ans plus tard, en faisant des suivis. Puis on lâchait pas. Puis à un moment donné, le propriétaire était prêt. Des fois, malheureusement, pas avoir une maladie. Sa femme est malade. Je suis en train de prospecter un gros parc immobilier. Sa femme est malade depuis 10 ans. Là, il commence à être fatigué. Monsieur, 74 ans. Il aurait maintenu la barre s'il aurait eu 40 ans. Là, il est fatigué. Il veut prendre soin de sa femme. Puis d'une semaine à l'autre, c'est évident qu'on va signer quelque chose ensemble. Fait que, tu sais, on voit vraiment l'importance des suivis. C'est pas parce que tu as un nom une fois que tu arrêtes. Des fois, là, c'est juste d'arriver au bon timing, puis c'est là que les choses se font. Puis, tu sais, d'arriver au bon timing, puis il faut prendre en considération, tu sais, il y a un respect entre investisseurs. Tu sais, moi, si je vends des immeubles demain matin, je ne vais pas les donner. Puis je comprends la relation que je vais avoir avec l'autre propriétaire. Aussi, il va avoir le meilleur prix sur le marché. Puis il faut prendre en considération que plus la personne est âgée, elle n'a pas l'espace-temps que moi pour créer d'autres argent. Fait que si le monsieur, on revient au monsieur de 74 ans, il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui vont essayer d'aller arracher la moindre scène pour la mettre de leur côté. Mais tu vas perdre une négociation quand tu fais ça. Oublie pas l'espace-temps. Si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu as encore l'espace-temps pour aller... Si le monsieur, là, tu veux y arracher 25 000, laisse-y le 25 000 pour créer le deal. Combien tu as de temps pour le faire sur un autre deal, ton 25 000? Tu as tout le reste du monde. Mais si tu y enlèves à lui, c'est 25 000 que lui ne va pas créer parce qu'il est en arrêt. Il est en fin de immobilière. Fait que laisse-y. Laisse-y si les chiffres fonctionnent, bien sûr. Laisse-y le plus possible. Puis c'est comme ça que tu vas créer la relation de confiance. Puis d'autant plus que quand tu vas finir cette transaction-là, puis que ça va aller super bien, qui te dit que lui ne va pas te ramener « Hey, j'ai un oncle qui veut vendre. Hey, j'ai ma soeur qui veut vendre. » Toutes des affaires que tu ne sais pas quand tu négocies sur un seul immeuble ou qui en parle à son voisin. « Hey, appelle Patrick Liatro. J'ai fait une super belle transaction. Il n'a pas essayé de me fourrer. Voici son numéro. » Là, ça revient, ça. Ben oui. Ça revient, ça. C'est super important d'être intègre dans l'immobilier. Intégrité. Intégrité, mot numéro 1. 100%. Tu as mentionné quelques points, mais je veux vraiment, là, si on faisait une liste claire, là, sur le marché versus hors marché, c'est quoi les grandes différences, puis pourquoi tu préfères hors marché? Bien, sur le marché, il va y avoir un courtier hypothécaire. Un courtier immobilier, je veux dire. Probablement 95% du temps ne voudra pas qu'on amène une stratégie financière en arrière de la transaction. Pourquoi? Parce qu'il veut closer sa commission, il veut que ça soit facile, il veut qu'on y aille de l'avant le plus rapidement possible. Par contre, si on a un hors-marché,
comme je dis, on peut s'asseoir, on peut créer le lien de confiance avec le propriétaire, on peut jaser, prendre un café. Puis, tu sais, au début, là, on force rien. Là. On parle que de chiffres, on parle de relations entre les deux. C'est quoi mon histoire, c'est quoi ton histoire, puis on bâtit quelque chose. Puis après ça, on peut arriver avec des stratégies financières. Restons dans des stratégies financières légales, là, parce qu'on sait qu'il y en a qui font illégal, mais tu sais, l'intégrité est là aussi, parce que s'il y a quelque chose qui sort, à ce temps, en 2024, tu ne veux pas sortir d'un journaux non plus. Ouais. Même chose, si tu achètes un immeuble, les rénovations, là, ceux qui pensent faire ça, puis popper leur immeuble, puis refinancer, puis aller chercher leur billes, faites pas ça. Faites pas ça, c'est pas la bonne chose. Il y a un esprit humain derrière le client qui est ton locataire, puis de forcer à le mettre dehors parce que tu veux doubler son loyer, moi, c'est pas ma marche à suivre parce que l'immobilier, c'est du long terme. Puis sur le long terme, le locataire, de toute façon, va quitter. Fait que tu vas le rattraper de toute façon. 100%. Et tu mentionnes aussi que hors marché, dans le fond, tu as moins de compétition. Quand tu trouves un deal, il n'y a pas 10 personnes en file d'attente là, qui Moi, j'appelle ça des requins. Fait qu'il n'y a pas 10 requins qui vont vouloir déposer un offre. Souvent, il y en a 8 là-dedans qui n'ont pas de liquidité, mais là, qui vont venir brouiller les cartes. Ça va extensionner la promesse d'achat si le propriétaire signe. De plus en plus, les courtiers vont checker la vérification de mise de fonds. Moi, quand j'envoie une PA, j'envoie toujours ma mise de fonds à côté. Fait que je t'intègre, je t'honnête, voici mes fonds, voici l'immeuble, voici mes chiffres, comment est-ce qu'on peut fonctionner. Mais oui, c'est sûr que s'il y a un immeuble qui sort un petit peu en bas du marché, ben il va en avoir 20 là, qui vont déposer un offre. Là. Mais là, 20 qui vont déposer un offre, ça veut dire que là, tu auras zéro stratégie. Puis souvent, le courtier, si de déposer un offre, va te rappeler, va faire comme, tu peux-tu renchérir? Mais pourquoi renchérir quand les chiffres étaient déjà pas bons? Tu sais, fait que moi, j'ai souvent débarqué de là. Fait que j'aime beaucoup mieux le hors-marché. J'ai une équipe de prospection qui cherche à journée longue, qui vont cogner aux portes. On envoie des lettres de prospection. On fait des cold calls. Maintenant, on en faisait encore, les cold calls. Puis moi, de cette façon-là, je trouve que c'est plus facile. Plus facile dans le sens si tu sais comment diriger la conversation. Pas facile à faire, les cold calls, pour le commun des mortels, là, parce que tu peux te faire accrocher la ligne 20 fois en ligne. Là. Mais tu gardes un bon mindset. De toute façon, la personne au bord de la ligne, souvent, tu vas la déranger, puis ça te raccroche la ligne au nez, mais tu ne la connais pas. Là, 100%. Il n'y a pas... faut pas que ça reste. 100%. Puis, tu me parles de ton équipe qui fait de la prospection, qui va cogner aux portes. Parle-moi de l'importance de déléguer en immobilier. Puis, comment est-ce que ça t'a avantagé, dans le fond, là, dans ta carrière? Bien, comment ça m'avantage? La façon que je fonctionne, c'est que moi, les prospecteurs, je vais leur montrer tout ce qu'il y a à faire pour se rendre jusqu'au propriétaire. Je l'ai fait 1000 fois. Maintenant, je ne veux plus le faire, mais moi, je suis meilleur pour aller closer. Fait que, aussitôt que j'ai un rendez-vous avec le propriétaire, c'est moi qui vais aller closer, qui va amener les chiffres, qui va amener les objectifs, qui va amener le lien de confiance, puis après ça, les stratégies financières. Le prospecteur, lui, est mandaté pour chercher des numéros de téléphone, aller cogner aux portes, puis ramener quelque chose de peut-être intéressant qu'on va analyser par la suite. Mais il n'y a pas la connaissance, le prospecteur, pour faire l'analyse complète. Fait qu'il est bon dans ce qu'il fait. Ils ont comme chacun leur spécialité, si on veut. Chacun leur spécialité. Fait que, tu sais, quand un est bon dans ça, mais t'es mieux de déléguer. Lui est meilleur que moi. C'est ça. Moi, j'étais avec ma fille le soir. Il va aller cogner aux portes le soir. Souvent, les gars, ils ont pas de blonde, ils n'ont pas de famille encore, sont jeunes. C'est super, c'est parfait. Ils vont aller faire de la sollicitation le samedi, dimanche. C'est des choses que moi, ne m'intéressent plus. Mais ma force de l'équipe, c'est après ça, mon réseau de contacts pour soit acheter avec des partenaires, soit revendre la promesse d'achat. Fait qu'à force de déléguer, c'est comme si tu augmentes ton leverage. C'est comme si tu as plusieurs bras, puis un fait ça, l'autre fait ça, puis à la fin, tu trouves des deals beaucoup plus rapidement. C'est exactement ça que je pensais en fin de semaine. En fin de semaine, je me suis fait un feu dans ma cour, j'ai passé du temps avec ma blonde dans le spa, puis là, des fois, je me trouve large, puis je fais comme... Ben non, je recule plusieurs années en arrière, c'est moi qui le faisais de toute façon, puis j'avais pas d'équipe. Maintenant, l'équipe, je sais qu'il était 4 en fin de semaine à aller cogner aux portes. Fait que même si je suis assis dans mon divan, ben l'équipe travaille pareil, puis il y a des lignes qui vont sortir. Après ça, ma force va être dans le closing. Une question que j'aime poser à des investisseurs immobiliers, si tu devais te relancer aujourd'hui, tu as la connaissance que tu as acquise, mais tu n'as zéro dollar dans tes poches. Tu n'as pas le réseau que tu as aujourd'hui.
mais tu as la connaissance. C'est quoi les 5 steps que tu prends, les 5 étapes que tu prends, dans le fond, pour te relancer en 2024, pour la personne qui nous écoute? Premièrement, mindset. Développer son mindset au maximum. Tu sais, Grant Cardone l'avait fait, là. Il est multimillionnaire, puis il avait fait dans une ville inconnue. Je peux vous prouver à 100% que je vais redevenir millionnaire, pas de carte de crédit, pas rien. Parti, puis il l'a fait. Je pense que c'est le mindset de réussir. Si tu visualises comme il faut tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Ça, c'est de 2. 3, tu parles sans connaissance. Avec mes connaissances, mais sans argent. C'est ça. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réseau, mais tu as tes connaissances. Mais là, encore là, je reviens au point que je vais recommencer, on appelle ça du farming. Fait que de porte à porte, je vais aller cibler des immeubles dans mon quartier ou dans d'autres quartiers qui sont chauds, qui m'intéressent. Tu sais, un immeuble qui, je sais pas, un 6 logements qui est bien entretenu, qui a des fleurs partout, tu sais que c'est pas un deal. Un 6 logements que tu vois que les fenêtres d'aluminium, ça fait 50 ans sont là, tu as des drapeaux de cannabis, d'importe patio, tu sais probablement que tu as un deal. Fait que là, j'irais vers cibler tous ces immeubles-là, trouver les propriétaires, les appeler, prendre contact avec eux autres, puis de trouver des stratégies d'acquisition, soit qu'ils deviennent mon partenaire puis je m'occupe de la gestion parce que souvent, ils ont mal à la tête avec ces locataires-là. Fait que de les aider là-dedans, ça, on le fait souvent aussi. Puis ensuite, là, tu me parles, si j'ai pas de réseau de contact, mais là, je vais être obligé de me le créer. Mais le deal, s'il est là, ça va être facile pour moi d'aller créer un nouveau réseau de contact. Dans n'importe quelle ville, je pense que je pourrais y arriver. Ouais. Fait que dans le fond, tu as le deal, tu Ouais. n'as pas de réseau. Comment tu trouves un investisseur? À ce moment-là, tu en parles à tout le monde. Fait que quand tu en parles à tout le monde, c'est soit famille, amis, le facteur du coin, le gars de dépanneur, n'importe qui, parce que toutes ces personnes-là connaissent d'autres propriétaires qui sont peut-être prêts à acheter puis qui ont des liquidités. Fait que j'en parlerai au plus de monde possible parce que c'est la première base quand tu te trouves un deal, c'est d'en parler. C'est pas de le cacher parce que tu as besoin de quelqu'un qui va investir l'argent. Fait que j'en parlerai à tout le monde. À tout le monde. Tout le Jusqu'à monde. temps que tu trouves quelqu'un. Aie pas peur non plus parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, aussitôt qu'ils ont un deal, ne veulent pas en parler pour pas se faire voler le deal. Mais en même temps, il faut que tu fasses affaire avec des personnes de confiance. Du moment que tu fais affaire avec des personnes de confiance, tu sais, tu n'es pas obligé de divulguer tout de suite l'adresse, mais tu peux donner tous les chiffres puis dire, écoute, ça pourrait tout t'intéresser. Mais oui, je ferais aller tout le réseau de contacts. Imagine, le facteur, il connaît-tu les propriétaires? Il les connaît toutes. Il les connaît toutes. Tout. Puis il sait qu'un tel, il a peut-être des liquidités parce qu'il a parlé avec, il a pris le temps de jaser avec. Un homme à tout faire chez Renault Dépôt. Ils sont faciles d'identifier, sont tous des pantalons sales avec plein de peinture. Ces hommes à tout faire-là travaillent pour des propriétaires. Ils ont peut-être des liquidités pour acheter. Fait qu'à un moment donné, tu finis par trouver ton partenaire. Ouais. Tu rentres dans le deal, puis après ça, le deal emmène un autre, etc. Exactement. C'est quoi des caractéristiques que tu vois chez des investisseurs, chez des propriétaires qui fait en sorte qu'ils avancent pas, dans le fond, autre que ne pas avoir un bon mindset? Un, c'est le propriétaire de bloc qui fait ses travaux lui-même. Il n'y a pas Donc, le bon mindset, il va se brûler. Ils vont pas ils vont pas pour le partenariat. Ils sont Non, pas pour... éventuellement, ils vont se brûler puis ils vont vendre les immeubles à rabais. Ben, je viens d'acheter 2 6 logements d'un propriétaire comme ça. Wow. Il a vendu à rabais. Il aurait pu vendre beaucoup plus cher, mais il était tanné. Il était tanné des avoirs, fait qu'on a fait des belles transactions. Puis il était tanné parce qu'il était tout seul, dans le fond. Il était tout seul à répondre aux locataires, à aller faire les travaux. Ça, c'en était un qui faisait les travaux le soir, les fins de semaine. Fait qu'il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Fait que quand tu n'as plus de vie, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, un, tu t'occupes plus de ta famille. 2, ta femme va peut-être partir un jour parce qu'elle est tannée, parce qu'elle ne sait pas la vie qu'elle voulait se créer, parce que sûrement, quand il a amené ça de l'immobilier dans sa vie, il voulait créer un fonds de pension, une vie de rêve, et on va voyager plus, mais tu tombes dans un rat race que tu es obligé, tu es plus pauvre que tous tes locataires parce que tu n'arrêtes pas d'investir dans tes immeubles. Je pense pas que c'est une bonne façon de faire, là. Fait que le moyen, dans le fond, pour ne pas se brûler, dans le fond, c'est le partenariat. Le partenariat, c'est... aussi. Le partenariat, en 2024, c'est la règle numéro 1 parce que les immeubles demandent de plus en plus de mise de fonds.
Puis en ayant un partenaire de confiance. Mais trouver un partenaire de confiance, c'est d'en parler aux autres investisseurs. Connais-tu un tel? Connais-tu un tel? Connais-tu un tel? As-tu déjà fait affaire avec lui? Ah oui, lui, il touche pas à ça. OK. Tu peux googler son nom aussi. Est-ce qu'il y a des affaires qui vont sortir? Y a-t-il des squelettes dans le placard? C'est super important. Troisième des choses, tu rencontres toujours sa femme ou son homme. Tu sais, peu importe si c'est une femme investisseur, tu rencontres toujours le couple. Parce que, oublie pas que, tu sais, comme moi, mon partenaire, j'ai rencontré sa femme, puis si sa femme n'avait pas la même vision que mon partenaire, qui a la même vision que moi, on n'aurait pas fait affaire ensemble. Parce que, pourquoi? Parce que lui, il aurait une vision différente de sa femme, puis inconsciemment, sa femme l'aurait tiré vers le bas. Fait que ça aurait décéléré notre évolution. Wow. Fait que c'est pas juste de t'arrêter au partenaire, mais c'est de voir son entourage qui l'influence aussi. Exactement. Qui t'influence toi indirectement. Ben oui, c'est ça qui va arriver. Wow. C'est ça qui va arriver. Parce que imagine un partenaire qui est all-in, qui a 500 000 à mettre dans un projet, qui dit, moi, voici ma vision, voici où est-ce qu'on s'en va, voici mes objectifs de 2, 3, 4, 5 ans, mais c'est pas les mêmes objectifs que sa femme. Un jour, ça va breaker. Puis là, si tu veux construire un parc immobilier, c'est pas le bon partenaire. Parce que là, tu vas acheter un bloc, 2 blocs, hop, ça va breaker parce que c'est pas les mêmes objectifs que sa femme. Elle va vouloir être libre le soir, elle va vouloir les fins de semaine voyager, peut-être dans la semaine, mais il voudra pas voir des immeubles parce qu'il faut qu'il reste avec sa femme. Tu sais, c'est toujours... tu sais, je te donne un exemple d'un partenaire, moi, qui est retraité. Puis, plusieurs conversations qu'on a eues, a fait en sorte que fallait qu'il rentre avant telle heure. Mais il prenait comme excuse, ouais, mais le trafic, il faut que je parte. Mais il ne travaille pas demain. Ça ne change rien, le trafic. Mais j'ai compris plus tard que le trafic n'était pas l'excuse. Wow. C'est que sa femme était à la maison, l'attendait pour souper. Wow. T'sais, moi, c'est le contraire. Moi ma passion immobilière avec ma conjointe, c'était une discussion très importante, va passer au-dessus de notre relation. Fait que soit que tu acceptes ça ou soit que tu ne l'acceptes pas. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas la bonne conjointe. C'est le meilleur partenaire que tu vas avoir dans ta vie. Le premier partenariat que tu dois faire, c'est avec celle ou celui que tu vas coucher à tous les soirs dans ton lit. Si cette personne-là n'a pas la même vision, garantis que ça va accrocher un jour. Ouais. 100%. C'est quoi d'autres choses, en fond, que tu vois qui causent des gens à échouer en immobilier autre que le mindset? Si on continue le partenariat, c'est très important. Après ça, quand tu as fait toutes les vérifications, tu as rencontré sa conjointe ou son conjoint, on met carte sur table. C'est quoi tes dettes? C'est combien est-ce que tu vaux? Est-ce que tu es en train de te divorcer? Est-ce que tu as des recours à quelque part? Je veux avoir l'heure complète de tout ton scénario. Parce que, exemple, le gars, il peut avoir de l'argent, il peut avoir des équités, mais il est en train de se divorcer. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si on commence un partenariat avec lui? Éventuellement, la femme va venir chercher 50 de ses avoirs, puis là, ça va ralentir mon rythme immobilier avec lui. Lui, il n'aura plus d'argent pour investir. Il va être dans une situation, une impasse, puis on ne pourra pas accélérer. Fait que c'est important que, c'est-tu pour la vie, vous deux? Si c'est pour la vie, let's go. On peut avancer. 100%. Vraiment intéressant. Tu sais, si on regarde là, vraiment, présentement, là, ça va super bien pour toi. Où est-ce que tu vois tout ça, là? Dans le fond, c'est quoi ton but, là, présentement, où est-ce que tu es? Ben, tu sais, mon but premier, moi, c'était d'évoluer puis monter mon nombre de portes. Yeah. Maintenant, mon mindset a changé. À 50 ans, c'est plus de mon nombre de portes qui est super important, mais c'est de doubler mon argent. Fait que là, c'est de voir dans la situation économique où ce qu'on est. On sait que 2024-2025 va être super dur encore pour les propriétaires. Propriétaires d'immeubles, propriétaires de maisons unifamiliales. Oublie pas quand ils ont signé, mettons, en 2020-2021, ils ont signé en bas de 2 %, ils vont renouveler probablement au double. Là, les taux d'intérêt ont baissé, mais là, ils signeraient au triple. Fait que un propriétaire, imagine un 6 logements qui n'a pas fait son optimisation, mais que les chiffres fonctionnaient quand il a pris son prêt hypothécaire à 1,8, puis qui va signer à 4,8, il n'y a rien qui va balancer. Probablement, ce propriétaire-là ne va pas signer puis va vouloir vendre son immeuble. Là, tu vas trouver des opportunités. 100%. Ouais. 100%. Tu as écrit un livre, pour ceux qui ne le savent pas. Parle-nous-en un peu, dans le fond.
J'ai écrit un livre, Millionnaire, une porte à la fois. Wow. Puis je l'ai écrit, ce livre-là, en premier lieu, c'était pour laisser une trace pour mes enfants plus tard. Puis, en collaboration avec Josiane Desroches, que j'avais rencontrée sur un groupe d'affaires de Boucherville, après avoir discuté avec elle pendant 1 heure, elle m'a dit, écoute, ton histoire est trop inspirante, on écrit un livre. À ce moment-là, moi, mon histoire, je la trouve ordinaire parce que j'ai évolué, mais en tant qu'être humain, je ne suis pas plus qu'un autre. Je ne verrais pas pourquoi mon histoire pourrait intéresser. Mais à force d'écrire le livre, à force d'avancer dans les chapitres, je me suis dit, l'histoire est super intéressante. C'est surtout un livre d'inspiration qu'on peut partir de rien. Je te le rappelle, j'ai acheté avec 6 000 $ un triplex en 99. Mes parents n'avaient pas d'argent. J'avais pas de connaissances. Puis maintenant, je suis rendu avec un parc immobilier de 30 millions. Fait que j'ai fait ça. J'ai été livreur de journaux. J'ai été propriétaire de bloc. Puis maintenant, je suis investisseur immobilier à temps plein depuis 10 ans. Fait que mon histoire, c'est une histoire qui peut, comme je te dis, qui est inspirante. Mais au fil des chapitres, n'importe qui ici, n'importe qui sur la Terre peut arriver au même résultat. C'est pas un livre que j'ai acheté 10 000 portes. J'ai 200 logements plus des terrains qui représentent 30 millions. Tout le monde peut le faire. Si moi, je l'ai fait en partant d'une famille d'agriculteurs, en n'ayant pas secondaire 5, j'ai pas été au cégep, j'ai pas été à l'université, je pense qu'en lisant ce livre-là, vous allez avoir l'inspiration que tout est possible. Wow, wow. Bon, merci beaucoup, Patrick. Je ne sais pas si tu avais un dernier mot là, pour ceux qui nous écoutent. Un dernier mot, moi, je dirais, dans ma tête à moi, tout le monde devrait investir dans l'immobilier. Ouais. Fait que je vous dirais, attendez pas pour acheter de l'immobilier, mais achetez de l'immobilier et attendez. Hey, merci beaucoup, Patrick. Fait plaisir.